Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec l'animateur Roch Cholette. Natif de Lachine, Roch Cholette étudie en comptabilité à l'Université du Québec à Hull. Après avoir travaillé durant 10 ans comme comptable pour le bureau du vérificateur général, il devient conseiller municipal pour l'ex-ville de Hull en 1992, puis député provincial en 1998. Depuis 2011, il est chroniqueur politique à la radio de C'est quoi 104.7. Roch Cholette, bienvenue dans notre secteur, dans le secteur est de la ville de Gatineau, dans le secteur Buckingham. Évidemment, on vous connaît là, au cours depuis 2011 comme animateur. Animateur, j'ai presque envie de dire controversé. On va y revenir sûrement au cours de l'émission, mais il y a tout un parcours avant de devenir animateur. Vous avez été député, vous avez été conseiller municipal, donc plein de choses. On va en parler, évidemment, tout au cours de l'émission. D'abord, vous êtes natif de Lachine, comme on le disait dans la mini-biographie, mais c'est très rapidement là, que vous vous êtes installé avec votre famille en Outaouais. Oui, tout à fait. C'est par une erreur de parcours, si on veut, là, que je suis né là-bas. On était originaire d'ici. Mon père était allé enseigner pendant 6 mois dans le secteur Lachine. Puis je suis venu au monde là-bas, mais je veux dire, nos racines, la famille est établie ici. La famille Cholette avait un commerce, ça s'appelait Pédo, dans le marché à Ottawa. C'était un grossiste en alimentation. C'était le précurseur un petit peu de Provigo. On a vendu à Provigo à ce moment-là. Puis l'autre côté, ma mère, c'est une Laflèche. Oui. On exploité les cavernes de la Flèche, ce côté-là de ma famille. Alors, on a une historique là, en Outaouais, ça fait très longtemps. Vous êtes enfant unique et ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était fréquent à l'époque. Est-ce que le fait de ne pas avoir de frères, pas avoir de sœurs, ça a marqué un petit peu votre enfance? Premièrement, j'ai toujours de la difficulté à définir ça, enfant unique. Je vais vous poser une question. En fait, j'ai eu une sœur, mais elle est décédée après 3 jours seulement. Alors, j'ai toujours de la difficulté à me décrire comme avec une sœur, Ouais. ou bien je suis enfant unique, je ne suis pas sûr. Puis ensuite, mon père s'est remarié et son épouse avait un enfant qui a vécu avec nous plusieurs années. Alors, en théorie, je suis enfant unique, là, mais en tout cas, la définition est difficile à faire dans ce cas-là. Mais vous avez grandi sans frères et Oui, sœurs. c'est ça. Est-ce que ça a été un manque d'avoir des frères et des sœurs Non. pour vous? Non, je pense pas. J'imagine que vous aviez Vous- plein de petits amis autour. Oui, et surtout, j'étais très impliqué dans le sport collectif, soit au baseball ou au hockey. J'ai joué longtemps. Puis ça comblait peut-être ce manque de petits frères ou petites sœurs à la maison. Vous vous êtes impliqué en politique. Est-ce que chez vous, est-ce que c'est un sujet, parce que votre père était haut fonctionnaire, votre mère était fonctionnaire également. Oui, mais mon père était en politique également. Votre père était en politique. Donc, vous avez baigné dans, dans cet environnement-là. Oui. Est-ce que c'est un petit peu ce qui a peut-être guidé vos choix pour l'avenir? Bien, c'est sûr. C'est sûr que si tu es un enfant et tes parents font du camping, tu risques de peut-être faire du camping dans ta vie. Moi, mon père a fait de la politique. Puis dans la famille aussi, Cholette, il y avait d'autres qui ont fait de la politique. Le frère de mon grand-père, Philippe, a été au conseil municipal. Ma grand-mère, c'est une Moussette. Le maire Moussette, controversé, mais était au conseil municipal. Alors, on a donc une historique familiale en politique municipale particulièrement. Et évidemment, quand tu es avec tes parents, puis tes parents côtoient des politiciens, puis on fraye ce monde-là, bien, de fil en aiguille, je me suis impliqué dans le temps avec particulièrement Gilles Rochelot, à l'époque, quand il s'est présenté. Bien, une fois, il était au conseil, mais ensuite, il s'est présenté comme libéral. Puis c'est comme ça que j'ai commencé au Parti libéral du Québec. Vous avez choisi votre domaine d'études. Vous avez étudié en comptabilité. Ouais. Vous êtes comptable agréé. Non, pas agréé. Comptable Là, non agréé. Non, bien, c'est une longue histoire, ça, au Québec. Il y a 3 corporations professionnelles. Il n'y en a qu'une seule maintenant. Il y a eu une fusion, mais à l'époque, on avait le choix entre comptable agréé, les CGA et les CMA. Moi, je suis un CGA, puis j'ai été bien chanceux. J'ai même reçu le titre de fellow, un fellowship de l'ordre des CGA. Mais j'ai choisi ça, puis c'est une drôle de raison. Puis honnêtement, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je ferais ça. Je me suis en allé à l'université, puis je me suis dit... quelle est ma plus grande lacune? Où est-ce que je pourrais améliorer quelque chose le plus? Puis je me suis dit, bien, c'est peut-être plus sur le côté quantitatif. Alors, c'est à ce moment-là que je suis rentré, pas que j'haïssais ça, au contraire, non, mais j'ai décidé de choisir un domaine d'expertise où est-ce que j'étais peut-être plus faible à prime abord. J'ai étudié dans cela pour monter peut-être ma compétence en méthode quantitative plutôt qu'en qualitatif.
Quand je rencontrais des étudiants, par la suite, quand je rencontrais comme député ou dans différents emplois que j'ai eus des étudiants, c'est drôle, je leur faisais souvent le commentaire inverse. Choisissez plutôt votre domaine de passion plutôt que de tenter de raffermir une faiblesse. C'est une expérience de vie, je ne suis pas déçu du tout, mais j'ai travaillé dans le domaine environ une dizaine d'années, mais c'est tout depuis ce temps-là. Donc, vous avez étudié en comptabilité et vous êtes retrouvé par la suite au bureau du vérificateur général. Pendant 10 ans, vous avez travaillé là. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Parce que c'est quand même, là, on examine le gouvernement fédéral en profondeur. Oui. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que c'est un rôle excessivement important comme chien de garde du gouvernement, mais beaucoup trop, à mon sens, tant au Québec qu'à Ottawa, beaucoup trop utilisé comme arme politique. Et en politisant ce rôle-là, on diminue sa valeur parce que les vérificateurs généraux doivent de plus en plus être sur leur garde pour ne pas jouer dans le jeu de l'opposition. Fait que si moi j'ai un grand constat à faire, là, pour avoir été sur les deux côtés, en fait les trois côtés, j'ai été dans un bureau de vérificateur général, j'ai été dans l'opposition en utilisant cela, puis j'ai été au gouvernement qui devait défendre certaines décisions. Je trouve qu'on politise beaucoup trop le rôle présentement au Canada et au Québec. Puis je ne pense pas que ça sert bien les contribuables. 1992, vous décidez que vous faites le saut en politique active du côté de l'ex-ville de Hull. Le soir de l'élection, la victoire, comment vous êtes senti au soir de l'élection? Bien, on est toujours heureux, ça c'est sûr. Il y a un nouveau pan de carrière qui s'ouvrait ce soir-là. C'est arrivé dans une élection complémentaire. On se rappellera que c'est dans la foulée. Yves Ducharme avait remplacé mon père au conseil municipal. Et c'est dans la foulée de l'arrivée de Marcel Baudry à la mairie de Hull. Quelques mois plus tard, 9 mois, je pense, plus tard, Marcel Baudry quitte pour la CCN. Et Yves Ducharme est dans le quartier Mont-Bleu à l'époque, Haute-Plaine, plus là comme on veut. Et à ce moment-là, décide de s'en aller à la mairie, libérant ainsi le quartier des Hautes-Plaines. C'est comme ça que j'ai accédé au conseil. J'ai été élu les deux fois, en fait, au conseil municipal sans opposition. Donc, sans opposition, effectivement, vous avez été élu 2 fois, 2 mandats. De vous retrouver de l'autre côté, de vous retrouver, là, si on veut, parmi les décideurs, est-ce que vous sentiez que vous aviez vraiment un rôle comme conseiller municipal? Est-ce que vous sentiez que votre rôle avait vraiment son importance? Oui. Avec aucune fausse modestie, là, les élus autour d'une table du conseil municipal ont beaucoup d'influence sur les décisions qu'une ville peut prendre. C'est tellement proche du monde, un conseil municipal, que manifestement, le pouvoir d'influence d'un élu autour de la table est très important. Puis ça oriente beaucoup les destinées de la ville. C'est à ce titre-là, moi, que présentement, lorsque je regarde le conseil municipal actuel, je ne peux pas accepter qu'on ait une attitude défaitiste au conseil municipal en disant, bien, coudonc, qu'est-ce que tu veux? Bien, la majorité faisait ça. Je ne peux pas accepter ça parce que tout le monde surtout dans un système, pour l'instant, qui n'a pas de partis politiques municipaux, tout le monde a un très grand rôle à jouer. Tout le monde a le même pouvoir de vote. Et les décisions que le conseil prend touchent très, très directement les citoyens. C'est le pouvoir le plus près, là, nonobstant la question des commissions scolaires, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au conseil. Puis oui, tu le sens dès que tu arrives au conseil. Et vous avez d'ailleurs appuyé là, la création du nouveau parti politique à Gatineau. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment apporter quelque chose? Un instant. J'ai appuyé le principe. Le principe, oui, tout à fait. De parti politique. Je pense qu'on est rendu là. Et là, c'est l'analyste politique qui parle. Je trouve qu'en matière de reddition de comptes, c'est un pas important que l'on doit franchir. Puis l'exemple que je donne toujours, c'est que tu te présentes à la ville de Gatineau présentement et dans ton programme, tu dis, moi, je veux baisser les taxes de 10 % Tu te fais élire. Tu arrives autour de la table, première étude du budget, tu dis, moi, j'ai promis de baisser les taxes de 10 Tu fais un tour de table, me fais battre au vote. Tu retournes voir tes citoyens, dis, j'ai essayé, excusez-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si par contre, alors, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il a essayé, mais ce n'est pas très imputable, ça. D'un autre côté, si tu fais partie d'une équipe qui gagne la majorité des sièges autour de la table, puis l'équipe a dit, je baisse les taxes de 10 vous êtes bien mieux de le faire. Alors, un des avantages, c'est très certainement la question de la reddition de comptes. Et je trouve que, présentement, dans le fond, c'est le pire des deux systèmes.
parce qu'il n'y a pas grand monde qui ne pense pas qu'il y a un parti à Gatineau. Il y en a un parti politique à Gatineau, mais on n'a juste pas le courage de l'admettre. Et quand ça fait son affaire, quand ça fait notre affaire, on va tous sur le même bord. Puis quand ça ne fait pas notre affaire, on dit on a de la liberté parce qu'on est tous indépendants. Moi, je trouve que c'est assez hypocrite comme système présentement. Puis je trouve qu'à visage découvert, on a avantage à connaître l'ensemble des élus, des candidats, puis de voter en disant, bien, moi, voici la vision municipale que j'accepte ou que j'endosse. Puis lorsque je vais voter, je m'attends, si la majorité vote dans ce sens-là, que c'est vers là qu'on aille. Présentement, il y a autant de visions qu'il y a de candidats, et c'est pour ça que Gatineau fait du surplace. Dans le cadre de votre émission Solide comme le roc, où vous vous définissez comme un analyste politique, vous surveillez vraiment beaucoup le conseil municipal. Vous surveillez aussi beaucoup les conseillers municipaux. Vous les surveillez de près et le moins qu'on peut se dire, c'est que vous ne faites pas de compromis. Vous dites vraiment ce que vous avez à dire et vous le dites de façon assez, j'ai presque envie de dire crue, mais de façon tout à fait directe. Pas sûr que le mot « surveiller » est bon. J'analyse la scène politique municipale. Je fais des entrevues pour essayer d'aller au fond des choses. Puis je l'ai fait, ces entrevues-là, avec l'expérience qui est la mienne. 6 ans au municipal, 10 ans à Québec. J'ai été porte-parole des affaires municipales dans l'opposition avec M. Charest. J'ai beaucoup participé au débat sur les fusions municipales. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi puis travaillé dans le domaine de la gouvernance municipale également. Puis il y a bien des affaires qui me sautent aux yeux en disant « ça n'a pas de sacré bon sens ». Et je pense que je pose des questions que le monde se pose. En tout cas, les commentaires que j'ai, moi, c'est que quand je pose une question, il y a pas mal de monde qui m'écrit en disant « Coudon, Roch, mon Dieu qu'on est content que tu poses cette question-là. C'est ça qu'on voulait savoir, nous autres aussi. » C'est sûr que je n'ai pas une langue de bois, mais savez-vous quoi? Je ne l'avais pas en politique non plus. Non, effectivement, ça me souvient très bien. Et je n'ai pas changé. Le gars qui est en politique, c'est le gars qui est l'autre bord. Puis j'analyse. Et c'est une tendance. Regardez combien il y a d'anciens politiciens qui ont fait des médias maintenant. Regardez le Club des ex à Radio-Canada. 3 de mes anciens collègues. Prenons l'exemple de Mario Dumont. Il y en a plusieurs. Puis c'est presque normal. C'est la même tendance dans le domaine du sport. Regardez les analystes à RDS pour une partie de hockey, des anciens joueurs de hockey. Pourquoi? Parce qu'on a ce véhicule-là. Est-ce que je suis direct? Bien sûr. Est-ce que je dis ce que je pense? J'espère. Parce que l'autre aspect, c'est que je suis payé pour dire ça. C'est pour ça qu'on me paye, parce que n'importe qui est capable de faire une entrevue, mais moi, j'ai la chance d'avoir un micro et mes employeurs me demandent « On aimerait ça que tu nous dises ce que tu penses. » Et c'est pour ça que le matin, dans l'émission du matin de mon collègue, je fais 2 commentaires. C'est des commentaires qui m'appartiennent. C'est ma vision de la chose. J'espère pas que le monde la partage, cet avis-là. Ce que je souhaite, moi, avec ces commentaires-là, Michel, c'est que les gens réfléchissent à peut-être l'autre côté de la médaille que je semble avancer. Puis les sujets sont nombreux. Puis des fois, il y a des gens qui m'écrivent en me disant « Sais-tu quoi? Je pense que tu as raison. Sais-tu quoi? Je pense que tu as tort. Tu m'as fait changer d'idée. » Ou « Maudit que j'haïs, qu'est-ce que tu as dit? » Mais si on est capable d'amener cette réflexion-là... Et d'ailleurs, moi, j'ai fait le tour du Québec là, avec mes emplois, puis on est parmi les seules régions qui n'avaient pas de radio ou d'émission où est-ce qu'on avait ce genre de challenge intellectuel-là sur les corps publics. Et moi, je pense qu'il était temps d'en avoir parce que des marches dans le parc, là, en politique, ça ne devrait pas arriver parce que la politique, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est toujours du gris. La question de reddition de comptes puis l'imputabilité auprès du monde, c'est important. Puis beaucoup par les médias de proximité, c'est comme ça qu'on y arrive. Roch Cholette, on prend une pause et on revient tout de suite après. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur.
on est de retour en entretien pour continuer notre discussion avec Roch Cholette. Roch Cholette, évidemment, je ne veux pas qu'on passe l'émission sans parler de votre passage, si on veut, à l'Assemblée nationale. Première élection, 1998, et vous êtes élu. Par contre, vous vous retrouvez dans l'opposition avec Lucien Bouchard comme premier ministre. Et on se souvient que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de fusion municipale. Vous étiez dans l'opposition et vous vous êtes débattu là, bec et ongle pour ne pas que ça passe finalement. Bon, on va mettre des choses au clair en partant, Michel. C'est très important de dire que c'est après l'élection. Oui, tout à fait. Que le PQ a commencé à parler, tout à fait. non pas de fusion, mais de fusion forcée. Oui. Il y a une grande différence. Et l'ensemble de la bataille s'est fait sur ce principe-là que je trouvais ça, et nous trouvions ça au PLQ, absolument inouï de forcer des populations dans une fusion qu'ils ne souhaitaient peut-être pas. Ça, c'est le grand principe de base. Ensuite, sur le fond du dossier, bien sûr que les arguments qui, à mon sens, étaient tout à fait loufoques là, du gouvernement, faisaient en sorte qu'on a eu tout un débat sur cet enjeu-là, l'enjeu des fusions municipales forcées. Et on sait ce qui est arrivé depuis. On a été élu en 2003. Le gouvernement libéral a été élu donc en 2003 en promettant de revenir, de permettre aux citoyens de revenir en arrière. C'est ce qui est arrivé. Puis certains citoyens se sont prévalus de ce droit-là, d'autres non. La page est maintenant tournée. Le bilan de tout cela, je pense, nonobstant la politique de l'affaire, je ne pense pas que les résultats qui étaient escomptés sont au rendez-vous en termes d'économie d'échelle, de pouvoir d'influence, par exemple, de la ville de Gatineau à Québec, de meilleures conditions de travail pour l'ensemble. Je pense que tous les mirages qui ont été avancés par le PQ, on réalise que ce n'est que ça, des mirages. Donc, vous avez été dans l'opposition pendant votre premier mandat. L'élection suivante, en 2003, vous prenez le pouvoir avec Jean Charest. Vous le disiez, un des gros enjeux, ça a été la possibilité pour les municipalités de se défusionner. Bien sûr. Pour vous, la différence, comme député, de vous retrouver de l'autre côté, là, du côté du pouvoir, est-ce que vous avez vraiment senti là, que vous aviez la possibilité de faire changer les choses? Ça, c'est une très bonne question. Je vais commencer par dire que la meilleure école que l'on peut avoir à l'Assemblée nationale, c'est très certainement l'opposition. Tu apprends plus, puis tu apprends plus vite quand tu es dans l'opposition que si tu es au pouvoir comme première expérience. Alors moi, je suis arrivé au pouvoir avec 4 ans d'opposition derrière la cravate. Je pense que ça a été très bénéfique. Puis moi, tout le monde qui m'en parle, c'est plate de perdre au niveau national. Mais si tu as la chance de gagner dans ton comté puis t'en aller dans l'opposition, dans le fond, c'est un cadeau que quelqu'un est en train de te faire, d'une part. Est-ce qu'on a beaucoup de pouvoir comme député gouvernemental? La réponse est non. On va être honnête, là. La réponse, c'est non. Les enjeux sont très importants. Le temps d'action est très court, 4 ans. Les promesses sont énormes. Alors, le pouvoir tout est pas mal dicté d'avance. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Je veux dire, quand tu arrives avec un programme politique, puis on a décidé de créer 1000 places en garderie ou 10 000, quand on a décidé de finir telle route, Alors, quand tu t'engages puis ton parti prend le pouvoir, on espère au moins réaliser les promesses qui ont été faites. Alors, c'est dans ce sens-là que le pouvoir d'influence par la suite n'est pas énorme quand tu es un député au gouvernement. Et pour Roch Cholette, avec le verbe qu'on vous connaît, avec toutes vos opinions fortes, de vous retrouver dans un parti où vous avez une ligne à suivre, est-ce que ça a été facile de vous faire suivre la ligne? Oui. Oui. Moi, je ne vois pas ça négativement, des lignes de parti, puis je le dis au municipal aussi, là, il y a des avantages à ça. Puis l'avantage, Michel, c'est que si, par exemple, nous autres, la ligne de parti, c'était qu'on ne croit pas dans la souveraineté du Québec. Si je n'étais pas capable de vivre avec ça, je n'étais pas dans le bon parti. La ligne de parti, soit sûr, je n'ai pas de trouble avec ça. Puis, dans le fond, ça donne la ligne de parti, là, quand elle est bien exécutée puis bien appliquée, ça donne une garantie à l'électeur que quand tu votes pour Joe Blow, qui représente telle couleur, bien, voici les valeurs qu'il va défendre. Beaucoup plus, Michel, les valeurs que les différents points, puis ci, puis ça, mais les valeurs, notamment quand tu es libéral, tu défends des valeurs libérales. Au PQ, c'est la même chose. Tu as la garantie, c'est un candidat péquiste, là, puis tu votes pour lui, puis écoute, les valeurs péquistes, c'est ça ici, le corridor est là, puis je m'attends à ce qu'il respecte ces valeurs-là. Moi, je ne vois pas ça négativement. C'est sûr que
Comme dans une famille, le caucus sert à débattre de points de vue. Puis à la fin de la journée, quand tu sors du caucus, ou bien tu es solidaire, ou bien tu t'en vas. Tu as juste 2 choix. Puis si tu es pour claquer la porte à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, honnêtement, tu n'as pas ta place en politique. 2005 à 2007, vous avez été adjoint au premier ministre, à Jean Charest. Votre contact avec M. Charest, comment ça se faisait? Comment vous percevez l'homme? Parce qu'on sait qu'actuellement, bien, écoutez, c'est clair qu'un premier ministre, c'est souvent pas très populaire. Mais le contact avec l'homme, avec Jean Charest, comment ça s'est fait pour vous? Norm Macmillan disait rencontrez Jean Charest 5 minutes, vous allez tomber en amour, vous allez voter pour lui. Moi, je pense qu'il y a tort. 2 minutes, c'est suffisant. Honnêtement, c'est un gars super accessible. Il est drôle comme un singe. Il est le fun. Moi, j'ai eu des responsabilités importantes avec lui. Puis, j'ai eu la chance de siéger au Trésor. J'ai été l'adjoint aux finances. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de postes. Adjoint du premier ministre en matière de jeunesse. J'ai été très chanceux, moi, dans ce gouvernement-là. Puis, le lien que j'ai avec le premier ministre actuel, le lien est très bon. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a un parcours sans tâche, parfait en matière de gouvernance depuis 9 ans? Non. Puis tu sais quoi, Michel? C'est impossible d'avoir un parcours parfait au Québec. En politique, c'est impossible. Parce que c'est l'art du compromis, la politique. Avez-vous été un petit peu déçu de ne pas avoir été nommé ministre? On sait que Benoît Pelletier était là. M. Pelletier, on connaît là, sa force et tout ça. Est-ce que vous aviez été un petit peu déçu? C'est une très bonne question. Je pense que je suis obligé de te répondre oui, puis non. Je suis obligé de te répondre oui parce que j'aurais aimé voir le défi, bien sûr. Non, dans le sens suivant, je vois le genre de vie que les ministres mènent. Je ne sais pas si en rétrospective, j'aurais été capable de faire ça, considérant que j'avais 2 jeunes enfants à la maison, Nathalie, mon épouse, qui s'est remise d'un cancer du sein. Tout ça mis ensemble, on m'a peut-être épargné. Tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'en matière de défi, j'aurais beaucoup aimé ça. Est-ce que j'aurais regretté quelques jours après, en voyant l'agenda d'un ministre, est-ce que j'étais prêt à faire ce sacrifice-là avec des jeunes enfants? Moi, j'apporte beaucoup d'importance. Par exemple, les gars étaient au hockey. J'ai beaucoup fait d'aréna dans ma vie, puis c'est important pour moi. Fait que dans le fond, ma réponse était 2 volets. Sur le principe, puis sur le défi, oui. Mais sur ce que ça demande en termes de temps, peut-être c'est une bonne affaire que je n'ai pas été nommé. Avril 2008. Mais j'aurais pas refusé, là. Pas ça que je devrais dire non plus, là. Avril 2008, vous donnez votre démission comme député de Hull. Qu'est-ce qui vous a porté à prendre cette décision-là? Parce qu'on ne pouvait pas le prévoir là, quelques mois de l'élection générale. Mais avril 2008, vous remettez votre démission. Bien, je pense que je suis arrivé à la conclusion que j'avais fait pas mal le tour du jardin, d'une part. Deuxièmement, j'arrivais à une décision difficile à la maison avec l'âge des enfants. Honnêtement, c'était difficile à l'école. J'ai des gars qui bougent pas mal. Ça commençait à se faire sentir que le père n'était pas présent. Et je suis arrivé aussi à la conclusion de dire, ou bien je vais faire un geste maintenant pour être capable de faire autre chose, ou bien je passe ma vie là-dedans. Et je ne suis pas sûr que je me voyais à 45 ans, à l'époque, là, dire je vais faire ça pour encore 20 ans. Je pense que c'était pas mon plan de carrière de rester en politique, puis dans le fond, passer les 20 prochaines années en politique, c'était pas ça que j'avais dans la tête. J'avais fait le tour, comme je te dis. Alors, c'est à cette conclusion-là que je suis arrivé, à ce moment-là. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Je ne sais pas. 2011, quand C'est quoi vous appelle pour faire de la radio, est-ce que c'est un rêve que vous chérissiez depuis longtemps de faire de la radio, d'être dans les communications? Non, pas du tout. C'est arrivé par hasard. J'ai eu un appel un jour en me disant « Ça tenterait-tu de réfléchir à ça? » Mon Dieu. Bien, je peux bien y réfléchir. Fait que j'y ai pensé. Et là, on m'a dit « Veux-tu faire un démo? » C'est quoi, c'est un démo? Je suis allé faire un démo. Ça a l'air d'avoir plu. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que j'ai quelque chose à apporter avec l'expérience que j'avais. Puis j'avais une vision aussi de comment je voulais faire ça. Tu sais. Et c'est comme ça que je suis embarqué dans l'aventure. Mais est-ce que j'avais un rêve de faire cela? Non, pas du tout. Évidemment, quand on regarde un petit peu votre cheminement dans le monde des médias, on en a parlé un petit peu tantôt, avec vos anciens collègues, avec des gens que vous côtoyez de façon régulière,
force est d'admettre, Roch-Cholette, que vous n'êtes pas en train de vous faire des nouveaux amis avec les entrevues que vous menez. Est-ce que pour vous, c'est un petit peu normal d'aller vraiment jusqu'au bout de ses convictions et d'oublier presque ce que l'amitié pourrait être, par exemple, avec Norm Macmillan? Comment vous sentez ça, là, ce rôle-là? Et de sentir surtout que des gens, des invités qui décident de ne plus revenir vous voir. Vous savez, Jean-Marie Séguin disait, je vais répondre à deux façons. Jean-Marie Séguin disait que des amis en politique, c'est comme un ombrage. Ils sont là quand le soleil luit. S'il y a des gens qui décident, parce que je ne suis pas un politique, de briser une amitié, c'est plate, mais ça, c'est la vie. Si des gens en politique ne réalisent pas que c'est un animateur qui pose une question à la fonction de député, plutôt que Roch qui pose une question à Norm, si on n'est pas capable de faire la part des choses, ces gens-là n'ont pas d'affaires en politique. S'il y a des gens qui décident d'éviter certaines entrevues, ça leur appartient totalement. Mais on ne peut pas choisir, par exemple. Quand le sujet est difficile, j'y vais pas, puis quand j'ai besoin des médias, j'y vais. On ne peut pas faire ça. Et j'ai beaucoup de respect, moi, pour les gens qui, beau temps, mauvais temps, tempête, soleil, viennent au bâton pour défendre des points de vue. Si quelqu'un vient à l'émission, moi, je fais une promesse. Je vais passer 4 heures à préparer l'entrevue. Si les gens pensent qu'ils ont besoin de 5 minutes, tant mieux pour eux autres. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Je vais me préparer. Je vous promets le respect au moins d'avoir préparé l'entrevue pour vous accueillir. Ça, c'est une promesse que je fais. En terminant et en un mot, Roch-Cholette, retour possible en politique, on parle de vous à la mairie, on parle de vous. Est-ce que, oui ou non, est-ce que vous pensez, est-ce que c'est possible qu'on vous revoie en politique active? Oublier la mairie, c'est non, absolument. J'ai 49 ans. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de vous dire que jusqu'à l'âge de 92 ans, je ne ferai pas de politique? Je ne suis pas capable. Mais dans un avenir très, très proche, là, dans un avenir proche, dans le sens que les 4-5 prochaines années, il n'y en a pas question. Roch-Cholette, bien, merci beaucoup. Évidemment, on va suivre votre parcours. Alors, c'est ce qui complète notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Mon nom est Michel Pilote. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission Entretien. Merci. Bonne fin de soirée sur nos ondes.